Well, there's something going on behind the scenes. I wish I could explain it. I wish I knew it better myself. I think there's some personal interest. Somebody's getting paid off. There's something bad going on behind the scenes. Il y a quelques instants, le long et stoïque silence de la famille Conway a enfin été rompu. Pendant des années, des rumeurs ont circulé aux abords des montagnes Blue Ridge, se chuchotant parmi les habitants et alimentant les débats sur les forums Internet. Mais aujourd'hui, elles ont enfin révélé ce qui est réellement arrivé à Eustace Conway, perdu au cœur de l'impénétrable forêt des Appalaches. La star de l'émission Mountain Men n'était pas qu'un individualiste farouche vivant en autarcie, ni qu'une simple personnalité de la télévision jouant un rôle. C'était un homme qui, selon ses proches, a franchi une limite qu'il ne fallait jamais franchir. Il a découvert quelque chose qu'il n'aurait pas dû trouver. Il a réveillé quelque chose qui sommeillait sous les racines et la terre ancestrale. L'histoire qu'il raconte aujourd'hui ne parle pas seulement de survie ou de vie en autarcie. Mon rêve est d'enseigner aux gens les traditions montagnardes, les techniques de survie, l'art de vivre en autarcie, le retour à la nature, le savoir ancestral des premiers peuples, disait Eustace, la voix pleine d'espoir. Mais aujourd'hui, ce rêve est assombri par un terrible secret que la montagne elle-même dissimulait, et par les conséquences catastrophiques de ce qui s'est produit lorsqu'Eustace l'a découvert. Voilà la sombre origine de l'île de la Tortue, celle que les caméras n'ont jamais montrée. La famille d'Eustace Conway a enfin rompu son long silence, et ses révélations sont glaçantes. Il y a quelques instants, elle a confirmé qu'un événement précis s'était produit au cœur de la nature sauvage. Un événement délibérément dissimulé aux caméras de tournage et aux regards indiscrets du public. Selon elle, l'homme que tout le monde croyait connaître grâce à la télévision était confronté à une entité ancienne, territoriale et peut-être même douée de conscience. Une entité qui vivait dans les bois même qu'il considérait comme son foyer. Avant d'aborder les détails glaçants de leur découverte et les aveux d'Eustace, il nous faut comprendre qui était cet homme devenu une légende. Lorsque la célèbre artiste animalière Sally Middleton rencontra Eustace Conway pour la première fois, elle ne vit pas seulement un bûcheron. Elle le décrivit comme l'homme le plus intéressant que j'ai jamais rencontré. Et c'est un euphémisme. Eustace Conway n'était pas un simple homme qui jouait à la vie en solitaire dans les bois. Pour beaucoup, il incarnait la véritable liberté à l'ère du numérique. C'est l'aboutissement de tout ce que je recherche, disait-il. J'essaie simplement de rendre le monde meilleur, une personne à la fois, et d'améliorer sa vie. Son histoire relève du folklore américain, un conte moderne et extraordinaire qui s'est avéré vrai. À seulement 17 ans, il a tourné le dos à une vie confortable en banlieue. Il s'est enfoncé dans les bois des montagnes Blue Ridge et, pour ainsi dire, n'en est jamais revenu. Il ne s'agissait pas d'un simple week-end de camping, ni d'une rébellion passagère. C'était un rejet philosophique et radical du monde moderne. Il a bâti sa vie avec pour seuls atouts ses mains, son intelligence et un lien indéfectible avec la nature. Et tenez-vous bien, il ne se contentait pas de survivre, de se débrouiller avec des baies et un peu de chance. Il prospérait. Ce n'était pas un personnage créé pour faire de l'audience. C'était un homme authentique. En 1995, accomplissant un exploit qui paraît aujourd'hui presque impossible. Lui et son frère Walton ont traversé les États-Unis à cheval, de l'Atlantique au Pacifique, en seulement 103 jours. Un record qui tient toujours, témoignant d'une ténacité qui n'existe plus. Il a fondé Turtle Island Preserve, un sanctuaire de 400 hectares niché au cœur des vallées reculées de Caroline du Nord. Plus qu'une simple demeure, c'est un musée vivant. Une école où l'on peut redécouvrir les savoir-faire ancestraux oubliés. Il leur a appris à couper du bois à la hache, à tanner les peaux, à allumer un feu par friction et à vivre loin du bruit incessant et assourdissant du 21e siècle. Pour le public, et notamment pour les millions de fans de la série Mountain Men, Eustace était un héros intrépide. Il était de l'homme capable de survivre à toutes les tempêtes, de déjouer tous les prédateurs et de vivre une vie de liberté absolue. Mais pour sa famille, qui observait la situation de loin, il y avait toujours quelque chose de plus profond, de presque mystique et d'inquiétant dans son lien avec cette terre. « Mon pote, j'ai sécurisé ce terrain. Ouais, on va le laisser sauvage. Je savais que tu apprécierais ça. » A-t-il dit un jour, s'adressant à la terre comme à une vieille amie. Mais il ne s'agissait pas de n'importe quelle forêt. Les montagnes Blue Ridge sont millénaires, plus d'1 milliard d'années, parmi les plus anciennes de la planète. Elles ont été témoins d'ères antérieures à l'apparition de la vie sur Terre.
Eustache ne vivait pas simplement dans une forêt, il vivait dans un vestige du passé, un lieu où le voile entre passé et présent est incroyablement ténu. Son frère disait « Eustache ne vit pas dans les bois. Ce sont les bois qui vivent en lui. » Ses liens profonds a été célébré à l'écran. C'est ce qui a fait de lui une star. C'est ce qui attirait les gens vers lui. Mais la famille a révélé aujourd'hui qu'au fil des années, ce lien s'est perverti. Il s'est envenimé. Il a commencé à le consumer. Les membres de sa famille remarquèrent un changement subtil et insidieux dans son comportement. Ce ne fut pas soudain, mais comme l'érosion lente de la pierre. C'était indéniable. Ses lettres devinrent plus courtes, plus énigmatiques. Ses sorties se firent plus rares. Sa voix, jadis tonitruante, pleine d'assurance et de rire, s'affaiblit, chuchotant, comme s'il craignait d'être entendu, comme si la montagne exigeait de son silence. Ceux qui ont visité l'île de la Tortue ont évoqué ces longs silences inquiétants. Il s'arrêtait net au milieu d'une phrase et fixait la forêt pendant de longues minutes, immobile, les yeux grands ouverts, comme s'il écoutait une conversation que personne d'autre ne pouvait entendre. Même ses amis les plus proches ont confié qu'il avait commencé à parler de la Terre comme d'une « aile », décrivant la forêt non pas comme un écosystème, mais comme un être vivant, respirant, observant et, plus glaçant encore, se souvenant. Alors que sa renommée grandissait grâce à l'émission Mountain Men, attirant étrangers et caméras dans son refuge, l'isolement d'Eustache ne faisait que s'accentuer. Les caméras ont immortalisé ses succès. La construction de granges, la chasse aux cerfs, l'enseignement, mais elles n'ont jamais saisi le poids psychologique que cela lui imposait. « Laissez-moi vous montrer ce que je vois ici », disait-il aux caméras en désignant une bûche pourrie. Voilà un exemple. Vous voyez comme c'est solide? C'est un peu pourri à l'extérieur, mais c'est solide à l'intérieur. En gros, c'est de l'argent qui traîne par terre et qui disparaît vite, parce que ça pourrit vite. En apparence, il parlait de bois, mais avec le recul, ses proches se demandent s'il parlait de lui-même. C'était un homme tiraillé entre deux mondes. Le monde moderne qui exigeait toute son attention et le monde ancestral qui imposait son respect. Et selon sa famille, cet équilibre commençait à se rompre. Leur récente révélation bouleversante éclaire désormais ce qui se passait réellement durant ces années perdues. Lorsque l'homme que tous admiraient était peu à peu englouti par la nature sauvage qu'il aimait tant. Mais ce lien profond allait bientôt se transformer en quelque chose de bien plus sombre. Un changement s'opéra dans les bois, une transformation profonde de l'atmosphère même de l'île de la Tortue. Peu à peu, des murmures inquiétants commencèrent à s'échapper de ce havre de paix. Il ne s'agissait pas de simples rumeurs circulant sur les forums Internet ou de ragots de village. C'étaient des observations faites par les rares personnes qui s'en approchaient. Visitors, apprentis et même équipes de tournage chevronnés commencèrent à parler de nuits étranges où des bruits bizarres résonnaient dans la vallée. Quel genre de son? Il décrivait des bourdonnements sourds et vibrants qui semblaient provenir du sol lui-même, vibrant à travers la semelle de leurs bottes. Il y avait des bruits de cognements lointains, rythmés, intentionnels, et des voix douces et indistinctes qui semblaient émaner des arbres eux-mêmes, portés par un vent qui ne soufflait pas. Le folklore des Appalaches regorge d'histoires de bruits étranges dans les collines, de fantômes et d'esprits, mais cette fois, c'était différent. C'était immédiat, c'était physique. Ce que la plupart des gens ignorent, c'est qu'Eustache lui-même se comportait de plus en plus étrangement. On le voyait souvent errer seul à minuit, une lanterne à la main et un petit carnet relié cuir dans l'autre, marmonnant des paroles sur les anciens esprits de la montagne. Ses proches disaient qu'il avait commencé à adopter des comportements rituels. Il déposait de petits morceaux de nourriture et des babioles, une pierre brillante, un morceau de pain, une figurine sculptée, près d'un chêne centenaire et immense, au cœur des bois. Il prétendait que cela apaisait les lieux. Alors que les observateurs extérieurs et les producteurs de télévision auraient pu considérer cela comme un simple trait de son personnage rustique et excentrique. Bon pour l'audience, sa famille s'inquiétait en secret de sa possible déconnexion avec la réalité. Son neveu se souvenait d'une visite où il avait trouvé Eustache, pieds nus dans un ruisseau glacé en plein hiver, immobile, murmurant quelque chose dans une langue incompréhensible. Lorsque son neveu parvint enfin à attirer son attention et lui demanda ce qu'il faisait, Eustache se tourna lentement, le regard vitreux, et prononça un seul mot, « J'écoute ». Pour lui, la forêt n'était pas silencieuse. Elle prononçait un monologue incessant et pesant. Et tenez-vous bien, au fil des ans, ces journaux sont devenus de plus en plus étranges. Ils ne se contentaient plus de consigner les conditions météorologiques, les rendements agricoles ou les observations d'animaux.
Ses entrées sont devenues erratiques. Il a écrit sur des ombres qui respirent. Il a écrit sur des yeux qui clignent là où il ne devrait pas y en avoir. Il affirmait que les animaux se déplaçaient différemment selon le sens du vent, se mouvant à l'unisson comme contrôlés par une conscience collective, et que la montagne elle-même parfois observait. Les quelques pages publiées par sa famille dressent un portrait saisissant d'un homme tiraillé entre la nature et quelque chose de totalement différent. Même les membres chevronnés de l'équipe de Mountain Men ont remarqué à quel point il était devenu protecteur de certaines zones de Turtle Island. Il refusait catégoriquement que des caméras y filment, non par souci d'intimité, mais pour ce qu'il appelait des raisons sacrées. Il délimitait des pans entiers de forêt par des frontières rudimentaires, les qualifiant de terres sacrées et avertissant l'équipe que s'y aventurer porterait malheur. Ses proches affirment que c'est à ce moment-là que le changement est devenu indéniable. La nature sauvage n'était plus seulement son foyer, elle était devenue tout autre chose, quelque chose d'exigeant, quelque chose de jaloux. C'est un objectif à court terme, simplement enrichir la vie des gens grâce à leur venue sur l'île de la Tortue, déclarait-il à la presse. Mais en privé, son objectif s'était transformé en une quête d'apaisement. Le tournant décisif survint lorsque Daniel, le neveu d'Eustace, lui rendit une visite impromptue après avoir entendu des rumeurs sur la santé déclinante de son oncle. Il s'attendait à trouver Eustace occupé à des réparations ou à s'occuper de ses chevaux. Au lieu de cela, il fit une découverte qui changea tout. Bien au-delà du camp principal, là où les sentiers publics s'arrêtaient et où la végétation devenait dense et épineuse, Daniel découvrit un sentier étroit et caché. À peine visible, il semblait conçu pour être manqué. Il menait à une petite cabane délabrée, dissimulée sous d'épaisses lianes et des broussailles. C'était une cabane que personne dans la famille n'avait jamais vue auparavant. Sa porte était renforcée par de vieilles poutres massives et scellée hermétiquement par une épaisse corde nouée, comme pour empêcher quelque chose d'entrer ou de sortir. Lorsque Daniel parvint enfin à l'ouvrir, une odeur de cèdre, de pourriture sèche et de poussière rance emplit l'air. Mais ce qui attira son attention, ce furent les journaux. Il y avait d'innombrables revues empilées du sol au plafond. Chaque page était remplie de l'écriture précise et soignée d'Eustace, qui consignait des rencontres, des changements de temps, des migrations animales et bien d'autres choses encore. Il écrivait avec obsession sur les veilleurs, des êtres qui, selon lui, erraient dans les bois la nuit, anciens et invisibles, protégeant les secrets de la montagne. On y trouvait des croquis d'étranges symboles gravés dans les arbres, des spirales qui semblaient s'enrouler à l'infini. Il y avait aussi des dessins d'empreintes de pas inhabituels, avec trop d'orteils ou d'étranges marques de griffes. Et il y avait une phrase glaçante, soulignée 3 fois à l'encre noire, « Ils viennent quand le feu s'éteint ». Il documentait une guerre privée, un siège contre sa santé mentale, et le pire était encore à venir. La découverte des journaux fut un choc, mais ce n'était rien comparé à ce qui suivit. L'événement qui terrifia véritablement la famille, le moment où l'inquiétude se mua en panique, survint la disparition pure et simple d'Eustace Conway. Pendant 3 jours entiers, Turtle Island resta plongé dans un silence complet. L'équipe de Mountain Men tenta de le joindre par radio pour un tournage prévu. In vain. Le silence était absolu. Ses chevaux étaient toujours dans leurs enclos, arpentant nerveusement la pièce. Ses outils étaient intacts sur l'établi. Son fusil, dont il se séparait rarement, était toujours accroché à la porte. C'était comme s'il était simplement entré dans les bois et s'était évaporé dans la brume. Des équipes de recherche furent immédiatement dépêchées sur place. Elles ratissèrent chaque recoin de la propriété de 400 hectares. Mais voilà le hic, et c'est là que l'histoire défie toute logique. Aucune trace de pas, aucune branche cassée, aucun sentier. Les habitants se joignirent aux recherches, formant des chaînes humaines et progressant à travers les broussailles. Même avec des chiens de recherche de haut niveau, aucune odeur ne put être détectée. Les chiens gémissaient et tournaient en rond, désorientés, incapables de suivre une piste qui aurait dû être fraîche. C'était impossible. Un homme comme Eustace, un maître de la nature sauvage, qui connaissait chaque pierre et chaque arbre, ne se perd pas comme ça, et il ne disparaît certainement pas sans laisser de traces dans son propre jardin. Puis, le matin du 4e jour, Eustace réapparut. On l'a aperçu à la lisière de la réserve, titubant hors de la forêt. Il était pieds nus, ses vêtements en lambeaux, sa peau couverte de profondes égratignures, et il tremblait de tous ses membres. Il n'a reconnu personne au premier abord. Son regard était absent, vade, fixant des choses qui n'existaient pas. Ses vêtements étaient humides et lourds, bien qu'il n'ait pas plu depuis des jours.
et il répétait sans cesse la même phrase à tous ceux qui s'approchaient. Un mantra du traumatisme. La forêt m'a emporté. La forêt m'a emporté. Lorsque son neveu tenta de le faire entrer dans sa cabane principale pour le réchauffer, Eustache refusa, se recroquevillant des terreurs. Il hurla que la cabane n'était plus sûre. Pendant des semaines après son retour, il dormit dehors dans un abri de fortune, se nourrissant à peine, se réveillant la nuit en hurlant, affirmant entendre la montagne l'appeler. Lorsqu'il reprit enfin la parole, ses propos étaient incompréhensibles pour les médecins comme pour sa famille. Il évoquait un tunnel de lumière entre les arbres, des murmures venant du sol lui-même et quelque chose d'ancien sous la terre qu'il observait depuis des décennies. Ce Famel, désespéré de trouver des réponses et de faire son deuil, s'est rendu sur les lieux où il avait été vu pour la dernière fois sortant des bois. Ils n'ont rien trouvé, ni grotte, ni tunnel, ni trace de Lot. Mais en fouillant sa cabane principale, celle où il refusait désormais d'entrer, ils ont découvert quelque chose de glaçant. La porte intérieure de sa cabine était profondément entaillée. Ce n'étaient pas des marques laissées par des intrus, c'étaient des marques de l'intérieur. Des sillons profonds et frénétiques creusés dans le bois dur, comme si quelqu'un, ou quelque chose, s'était retrouvé piégé à l'intérieur et tentait désespérément de s'échapper. Quand Eustace vit enfin les marques, il secoua simplement la tête en silence, un air de résignation sur le visage, et dit « Cela n'essayait pas de me faire du mal. Cela essayait de m'avertir. » Sa famille exigeait des réponses. Ils avaient besoin de savoir ce qui avait brisé l'homme le plus fort qu'ils connaissaient. Et la vérité, lorsqu'elle éclata enfin, fut plus terrifiante que toutes les théories qu'ils auraient pu imaginer. C'est lors d'une de ses rares visites à la maison, des mois plus tard, que sa famille finit par l'affronter. Ils étaient réunis autour de la cheminée, l'atmosphère chargée d'une peur et d'une tension inexprimée. Son frère, enfin, posa d'une voix calme la question que tous pensaient sans oser la formuler. « Eustace, que s'est-il vraiment passé là-bas? » Longtemps, il garda le silence. Il fixait les flammes, observant le bois se consumer en cendres, comme si la réponse se cachait dans le feu. Puis, d'une voix basse et lasse qui paraissait bien plus vieille que son âge, il commença à parler. Il leur a tout raconté. Il raconta que, des semaines avant sa disparition, il s'était senti appelé à s'enfoncer plus profondément dans les montagnes qu'il ne l'avait jamais fait auparavant. Il suivait ce qu'il décrivait comme une attraction, un appel magnétique qui lui était apparu en rêve. La forêt, dit-il, était d'un silence inhabituel ce jour-là. Aucun oiseau ne chantait. Le vent ne bruissait pas dans les feuilles. Un silence pesant et vigilant pesait sur ses tympans. Finalement, il découvrit une petite clairière cachée qu'il n'avait jamais vue en toutes ces années passées sur ces terres. Le sol semblait remué, creux et inégal, comme si quelque chose avait été enfoui et déterré à maintes reprises au fil des siècles. Il dit avoir ressenti une irrésistible envie de creuser, non par curiosité, mais par une étrange et indéniable compulsion qui guidait ses mains malgré lui. Il l'a trouvé sous la terre, enfoui superficiellement. Il a mis au jour ce qu'il pensait être les vestiges d'un ancien site funéraire précolonial. Il y avait des ossements ayant pris la couleur de la terre, de vieux outils de pierre et plusieurs pierres sculptées ornées d'étranges symboles en spirale qu'il n'avait jamais vus auparavant. Au moment où ses doigts effleurèrent l'une des pierres, il dit que l'air autour de lui changea physiquement. La température chuta. Les bois s'assombrirent comme si un nuage avait voilé le soleil, et il entendit ce qui ressemblait à des centaines de murmures venant des profondeurs de la terre, un chœur de voix s'élevant du sol. Il courut. Il se précipita en arrière pour se mettre à l'abri, mais chaque pas était lourd, comme si le sol lui-même était mou et le retenait, essayant de l'entraîner dans la poussière. Cette nuit-là, il affirma que les voix l'avaient suivi jusqu'à chez lui. Elles chuchotaient à travers les fissures des murs de sa cabane, grattant le bois. Elles n'étaient pas en colère. Expliqua-t-il à sa famille, les yeux encore écarquillés par ce souvenir. Elles veillaient, dit-il, me rappelant que certaines parties de la montagne ne devaient jamais être dérangées. Sa famille resta figée tandis qu'il décrivait les jours suivants. Il leur raconta comment les animaux avaient commencé à l'éviter. Les Serfs prenaient la fuite à sa vue, et ses propres chiens grognaient dans les coins vides de la pièce. Il parla des brusques changements de temps, mais seulement autour de Turtle Island. Des tempêtes faisaient rage juste, au-dessus de sa cabane, tandis que le reste du comté bénéficiait d'un ciel dégagé. Et il leur parla des symboles. Le même symbole en spirale qu'il avait trouvé sur ces pierres enfouies commença à apparaître sur les arbres autour de sa maison, profondément gravé dans l'écorce comme si des mains invisibles l'avaient fait du jour au lendemain.
Alors son frère posa la question cruciale, celle qui déclencha l'horreur finale. « As-tu pris quelque chose sur le site? » Eustache Pollitt. Il hocha lentement la tête. Il a avoué avoir conservé l'une des petites pierres sculptées. Il avait éprouvé le besoin de la posséder, une avidité qui n'était pas la sienne. Il l'avait enveloppée dans un morceau de toile cirée, caché sous son lit. Il a dit que c'est à ce moment-là que tout a commencé à dégénérer. Cette pierre était le point d'ancrage. Elle était la cause des nuits blanches, des pertes de mémoire, de la sensation constante qu'une menace invisible le suivait de près. C'était la pierre qui avait ouvert la porte aux veilleurs. Puis il les regarda tous, ce fameux, ceux qui l'aimaient, les yeux écarquillés d'une peur qu'il ne lui avait jamais vue. Une peur primale, celle d'une proie. Il prononça alors des mots qui plongèrent de l'assemblée dans un silence absolu, des mots qui planent encore aujourd'hui sur son héritage. Je crois que la montagne s'est réveillée. Il expliqua que cette disparition, ces 3 jours perdus, était la façon dont la montagne reprenait possession de ce qui lui appartenait. Il ne se souvenait pas où il se trouvait durant ces 3 jours, seulement qu'il était entouré par la terre, retenu dans un lieu où le temps n'existait plus, jugé par la terre qu'il avait tenté de dompter. Il finit par rendre la pierre. Terrifié et tremblant, il retourna dans la clairière et l'enterra à l'endroit où il l'avait trouvée. Mais, dit-il, le pacte était rompu. La montagne le connaît désormais, non comme un ami, mais comme un voleur. Il a laissé derrière lui un mystère enfoui dans la terre. Eustache était-il un prophète, un homme en résonance avec les fréquences de la terre que nous autres ignorons? Ou était-il simplement un homme qui a frôlé la folie, isolé trop longtemps dans la nature sauvage? La révélation de la famille bouleverse tout ce que nous pensions savoir sur le héros de Mountain Men. Elle brosse le portrait d'un homme qui n'a pas conquis la nature sauvage, mais qui a survécu de justesse à un siège surnaturel. Les grattements sur la porte, les journaux des veilleurs, l'ancien site funéraire. Tout cela converge vers une vérité que la science ne peut expliquer. Eustace Conway vit toujours sur l'île de la Tortue. Il enseigne toujours. Il prêche toujours la valeur du monde naturel. Mais ceux qui l'observent attentivement disent que l'étincelle dans ses yeux a changé. Elle est devenue secrète. Il ne s'aventure plus jamais dans cette partie des bois. Et lorsque le soleil se couche et que les ombres s'étirent sur les Blue Ridge Mountains, Eustace se retire. Il ferme sa porte à clé. Il allume son feu. Et il attend le matin, sachant qu'au-delà de ces murs, la montagne s'éveille et se souvient. Dites-nous en commentaire. Croyez-vous aux anciens esprits des Appalaches? L'expérience d'Eustache était-elle une crise de démence? Ou a-t-il découvert une vérité ancestrale et terrifiante? N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour découvrir d'autres mystères des profondeurs de la forêt.